années 90, t'avais quasiment aucun cycliste qui se faisait chier à faire des stages en altitude. Le mec, il se mettait de l'EPO dans les veines. Et aujourd'hui, au départ du Tour de France, il y a quasiment aucun cycliste qui ne fait plus des stages en altitude. Léon Marchand qui est en train de passer Milac. Il va le faire. Il va le faire. Ouais, c'est pas vrai. Il le fait. C'est pas vrai. C'est bien, oui. Pour les Français, pour la France, tu vas la chercher, elle est là, elle est là. Mais oui, Pauline, mais oui, c'est tellement beau. C'est historique. La France vient de terminer 5e au tableau des médailles des Jeux Olympiques. Loin derrière les deux usines à champions que sont la Chine et les États-Unis, mais à peine quelques encablures derrière l'Australie et le Japon. Chez nous, à la maison, devant nos supporters et dans une ambiance de folie, au pied de la Tour Eiffel, du château de Versailles et même du Grand Palais. On vient sans doute de vivre le moment le plus fort du siècle pour le sport français. 64 médailles, dont 16 en or, c'est presque 2 fois plus de médailles qu'aux Jeux de Tokyo. Le meilleur résultat de l'histoire, si on exclut les Jeux de Paris de 1900, qui n'avaient rien à voir avec ce que l'on connaît aujourd'hui. Mais alors, comment expliquer un tel succès? Comment expliquer que nous, la France, pays d'à peine 68 millions d'habitants, et pays qui n'a pas franchement l'étoffe d'une nation sportive, ait réussi à réaliser cet exploit? Un exploit que peu d'observateurs auraient pu prédire, mais qui pourtant est bel et bien réel au lendemain de la clôture de ces Jeux Olympiques. La réponse se trouve peut-être là, juste sous nos yeux. Grâce à nos sportifs qui se battent au quotidien pour repousser leurs propres limites. Grâce aux quelques professionnels passionnés, coachs, entraîneurs, préparateurs physiques, professionnels de santé, chercheurs, dévoués à la performance de ces athlètes. Et parmi eux, un centre de préparation perché à quelques 1800 mètres d'altitude, au beau milieu des Pyrénées. Un des endroits les plus secrets du sport français et une fabrique à champions encore trop peu connue, qui dispose de conditions idéales et de technologies dernier cri pour performer au plus haut niveau. À peine quelques semaines avant le début des JO, alors que nos champions peaufinaient les derniers réglages de leur préparation, on a été invité à découvrir ce lieu unique. Et il est temps de vous faire découvrir les secrets du Krebs de Font-Romeu. Les amis, bienvenue dans cette vidéo. On vous emmène avec nous au Krebs de Font-Romeu, à l'endroit où s'entraînent les athlètes français pour les Jeux Olympiques. On est en altitude, du coup les constantes physiologiques sont un petit peu modifiées. Ça permet d'optimiser l'entraînement et la performance. Bref, on va tester tout ça pour vous. T'es chaud Simon là? T'as mis tes lunettes de vitesse? Après j'ai mis mes lunettes de vitesse, le dos va mieux donc c'est parti. Par contre, vous pouvez noter que la coupe n'est pas aérodynamique, ouais. Mais ça je crois que c'est pas grave. Non, excusez-moi pour ça, non, je voudrais pas, mais j'ai pas pu aller chez le coiffeur et j'ai un cuir chevelu très particulier. Bref, on va rejoindre Grégory qui nous attend. On est 2 minutes en retard, c'est les 2 minutes de non-courtoisie, on appelle ça. C'est parti, venez les amis. Bon les amis, ça y est, on est avec Grégory. Salut. Ça va? Ouais, bien. Très content d'être là. Greg, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi ton boulot? Donc moi je m'appelle Grégory Doussant, je suis en charge de l'accompagnement des équipes de France sur tout ce qui est stratégie hypoxique ici au CNEA de Font-Romeu. Donc on est avec le boss les gars, il va nous mettre bien au niveau sanguin là, je sens que ça va être parfait. Ouais. Ça fait combien de temps que tu bosses ici? Ouais, ça fait 2 ans que je bosse ici, à la base je suis enseignant-chercheur en STAPS et puis là depuis la prépa finale des Jeux un petit peu, je suis ici au CNEA et puis on travaille avec les fédés, les équipes de France pour essayer de faire en sorte que les athlètes gagnent des médailles aux Jeux. C'est le but, hein. Là on est mi-juillet, ça va, c'était pas trop intense toute cette période? On est en plein dans la préparation, c'est vrai que là c'est relativement intense avec les derniers triathlètes là, des équipes de France qui sont partis, là on est à bloc sur les marathoniens et puis les cyclistes aussi qui sont là. Beaucoup de sports d'endurance, on a eu rugby à 7 féminin aussi sur le mois de juin donc c'était cool, voilà, c'est une super période, on apprend plein de trucs et puis on s'ennuie pas quoi. Très stylé. Ça fait combien de temps que ça existe ce centre d'hypoxie que vous avez développé? Alors le centre il date des années 60-67 pour les JO de Mexico qui avaient eu lieu en 68. Okay. Et puis après par contre il y a eu vraiment un coup d'accélérateur depuis les années 2010-2015 avec rénovation du centre et puis surtout installation de dispositifs pour simuler de l'altitude avec 14 chambres hypoxiques où on peut régler, c'est les chambres d'hôtel où on peut régler l'altitude individuellement pour les athlètes et puis une salle aussi hypoxique dans laquelle on peut s'entraîner en altitude. Ok, sachant que les amis qu'on est déjà en altitude, là on est à 1800, ouais, comme ça. 1850. Ouais. On va aller chercher encore plus d'altitude simulée par les chambres. Bon, on suit, hein, je pense que ça va être très intéressant. On attaque la visite. J'espère que je vais réussir à respirer les amis. Sachant que les amis, petite info importante, il y a 5 minutes il vient de nous dire on a raté Dorian Coninx. Voilà, il était là ce matin. C'est triste, nous qui sommes en pleine prépa triathlon. Et peut-être que Dorian en plus va faire une médaille au jeu. On l'a raté, on aurait pu le voir, mais c'est trop tard. Si on croise Julien Alaphilippe, je reste là.
Et on voit qu'on est en montagne, hein, là c'est vraiment le temps, j'ai l'impression d'être dans les Alpes. Tu vois, petite brune là, sympathique. J'ai pas l'habitude du temps gris parce que nous on habite à Rennes les amis, donc chez nous il y a toujours grand soleil. C'est pas vrai du tout. Oh le beau stade en contrebas. Ça te donne envie de t'entraîner comme un pro, mec? Moi, ce qui me donne envie de m'entraîner, c'est ces petits poteaux là-bas. Là. Le terrain, il a l'air magnifique. Ça me donne envie de reprendre mon sport, enfin pas mon sport préféré, le meilleur sport du monde, le rugby, tout simplement. Regardez, on est sur un anneau de roller les gars, incroyable. T'as déjà fait du roller? Ouais, à l'école. Moi j'ai déjà fait du roller. C'est vrai? Ouais. Pas du roller vitesse, mais du roller. D'ailleurs, on a un aveu à vous dire. Le premier sport de Simon, c'était le patin à glace. Ouais, j'ai aussi fait de la danse. J'avais un petit tutu léopard, si vous voulez tout savoir. C'est Simon Candeloro. Les athlètes qui viennent se préparer ici, combien de temps avant leurs épreuves ils partent pour que les adaptations perdurent et qu'il y ait un pic vraiment dans la performance? Il y a deux stratégies différentes. On a soit une première fenêtre après l'altitude qui est très précoce, c'est-à-dire direct à la redescente, soit 3-4 jours après la redescente. Par exemple en triathlon, tu vois, il y a Emma Lombardi, elle est partie mercredi et elle court à Hambourg samedi. Donc vraiment court terme, vraiment une fenêtre courte, et après sinon, dans la majorité des cas, une fenêtre à entre 15 et 30 jours. Derrière où ils redescendent 15-20 jours avant et hop ils prennent une fenêtre jusqu'à 30-35 jours qui est intéressante sur l'altitude. J'imagine que c'est très interindividuel et que du coup tu le testes en amont. C'est exactement ça, on a tout testé sur les années précédentes, sur les stages précédents. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que tout ce qu'on met en place sur les athlètes là qui vont faire les jeux, on le découvre pas là, on l'a testé en amont sur des stages, et les stratégies qu'on met en place là, c'est les stratégies qu'on sait que individuellement elles marchent, autant sur les altitudes auxquelles on les fait dormir que sur les délais auxquels ils partent de l'altitude pour aller faire la compète des jeux. Tout ça on l'a tout testé en amont, toutes les stratégies ont été testées. Greg il a dit un truc très intéressant tout à l'heure, au final c'est pas juste l'altitude qui fait que la performance augmente, c'est l'entraînement aussi. Donc c'est pas une pilule magique non plus, c'est pas parce qu'on vient en altitude, si on s'entraîne pas ça change rien. Et puis même t'as des gars qui viennent en altitude, qui font un petit peu n'importe quoi, qui s'entraînent trop vite, qui potentiellement utilisent des dispositifs comme des tentes hypoxiques pour dormir encore plus haut alors que c'est pas monitoré, et du coup derrière au final tous les curseurs ils sont au maximum, mais la fatigue elle va être au maximum derrière, et les mecs ils peuvent se cramer pour 2-3 mois. Si jamais, imaginons tu as un athlète qui vient, qui a un volume hebdomadaire d'entraînement de 20 heures, habituellement au niveau de la mer, de combien tu baisses au début pour qu'il commence à s'adapter le volume? C'est pas forcément facile comme question, mais... C'est pas tellement le volume qu'il faut baisser, c'est surtout l'intensité. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand tu es comme ça à peu près à 1850-2000 mètres d'altitude, tu as une baisse de ta VO2 max de l'ordre de 8 à 10%. C'est énorme. Ça veut dire que toutes tes intensités d'entraînement doivent être baissées de 8 à 10%. C'est-à-dire que je te prends un exemple, tu as une VMA à 20 km/h sur la piste là, ta séance de VMA quand tu vas être en altitude, tu ne devras pas la faire à 20, tu devras la faire à 18. Et souvent la grosse erreur que font les sportifs, c'est pas réadapter les allures. Au final le volume tu peux le faire, le volume c'est pas gênant, à partir du moment où tu le fais vraiment dans les bonnes plages d'intensité. Ça veut dire que par exemple, si tu fais ton footing tranquille à plat, tu le fais à 12 km/h d'habitude au niveau de la mer. Ici, tu vires 10%, ça veut dire que tu vas le faire à 10,5, 10,8 km/h, et souvent les sportifs ils n'ont pas le réflexe de l'adapter, ils font toujours à 12, sauf qu'à 12 tu es plus dans une zone d'endurance, tu es dans une zone un peu tempo déjà, tu balances plus de déchets, tu crames plus de substrat, et tu fais ça pendant une semaine, 2 semaines, sur son stage qui en dure 4, et puis au bout de 2 semaines tu es comme ça, tu es sec, et puis après le stage il est Cette modification elle se voit aussi en termes de battement cardiaque, c'est-à-dire que là si je cours à 10 km/h je vais être plus haut en termes de battement cardiaque. Exactement, si tu cours pour une même vitesse, tu vas avoir des pulses qui sont plus hautes, tu peux avoir jusqu'à certains athlètes que sur un début de stage pendant la phase d'acclimatation, quand jusqu'à 15 pulses de plus qu'au niveau de la mer. Après je crois que pour toi c'est pas possible, parce que quand t'es à 10 km/h t'es déjà à 200 pulses. Putain, ça commence déjà à chambrer pour Vichy quoi. Les amis, on verra ce qui va se passer. Il est très bon en cardio. Est-ce que tu vois là tu nous disais, évidemment les athlètes ils se préparent depuis quelques années, donc ça fait plusieurs années qu'ils viennent en altitude. Est-ce qu'au bout par exemple de 5 ans, il y a toujours cette perdition de 8 à 10% sur leur VMA qu'ils ont au niveau de la mer, ou pas du tout, et au final l'écart il se réduit au fur et à mesure du temps? Non, l'impact il est quand même assez constant. Il est quand même assez constant. Par contre, on va dire qu'au début du stage, quand t'es pas acclimaté, tu as plus un shoot, tu prends allez, 10-11%, et après au fur et à mesure du stage, tu vas réduire un peu ça, tu vois, tu vas arriver à 7-8%. Par contre, il faut toujours avoir à l'esprit que même moi par exemple, j'habite ici, si je fais un test de VMA ici,
et que je fais un test de VMA au niveau de la mer, il sera largement meilleur au niveau de la mer. C'est-à-dire que ma performance, même si tu habites ici, elle est toujours altérée. C'est archi intéressant. Est-ce que, bon ici c'est réservé aux Français, mais est-ce que tu as déjà eu des athlètes d'autres pays, j'imagine des Colombiens, des gens qui ont l'habitude de s'entraîner très très haut, qui viennent ici et eux, leur saturation, on parlait de saturation tout à l'heure, elle est quasi à 100%. On parlait de génétique ou de choses comme ça. 100%, je pense pas qu'elle soit... Je l'ai jamais testé déjà parce qu'on monitore pas les athlètes étrangers. Du coup, donc on n'a pas de données sur eux. Je pense que même des athlètes, tu vois, des Éthiopiens qui vivent à 2007 toute l'année ou des Colombiens, je pense que leur saturation à 1800 serait pas de 100%. D'accord. Quoi qu'il arrive. Par contre, je pense que si jamais on les monte en altitude, ils seraient moins impactés. Ils baissent moins que les autres. Ils baissent moins que les autres. Ils seraient moins impactés donc, parce que l'altitude aurait moins d'effets, moins de stress sur eux. Donc on serait obligé de les faire dormir plus haut si on voulait avoir les mêmes effets que d'autres athlètes. Dernière petite question à ce sujet. Est-ce qu'il y a des athlètes sur qui ça ne fonctionne pas cet entraînement en altitude? Est-ce qu'il y en a sur lesquels tu n'as pas eu de résultats notables? Honnêtement, j'en ai jamais eu. J'en ai jamais eu. Il y a des athlètes qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. C'est-à-dire que c'est pas la peine de les faire dormir très haut pour avoir les bonnes adaptations. Par contre, des athlètes qui ne réagissent pas, honnêtement, j'en ai jamais eu. À partir du moment où la charge d'entraînement elle est bien monitorée et que le stress d'entraînement il est bien pris en compte, le stress hypoxique il est bien pris en compte, honnêtement, on ne peut pas avoir de mauvaises surprises en tout cas. Ok, très intéressant. Et je lui dis bon, tu sais bien, les 7 premiers jours, tu fais piano tranquille, tu peux faire du volume, mais vraiment zen. Ouais. Putain, au bout de 4 jours, il me dit putain, mec, on peut se voir. Je dis ouais. Pas de soucis. Putain, je suis sec. Je dis t'es sec, pourquoi t'es sec? Et du coup je lui demande ce qu'il a fait. Et du coup je suis arrivé vendredi je fais un petit footing, 2 heures. Samedi j'ai fait un footing un peu long, tranquille, machin, j'ai fait 3 heures, 4 heures. Bon ça va, si tu restes tranquille c'est bon. À 3,30 au kilo. Non, en montagne, tu vois, donc ça va pas vite. Il me dit, et dimanche, ouais, j'ai fait 4 heures, 4h30, et puis j'ai fait 3 fois 40 minutes vite. Quand même. Je lui dis, tu as fait ça au bout de 2 jours? Il me dit, bah ouais, mais pourquoi? Et en fait, il part du principe que il est trailer, il va en montagne, donc il est acclimaté. Mais non, personne n'est acclimaté, Comment ça se manifeste là, justement cette fatigue négative? Ils sont une sorte de fatigue chronique, quoi, tu vois, ils ont envie de dormir toute la journée. Il n'y a pas de différence avec le surentraînement. Non, sauf que ça récupère ici, quoi. Sauf que tu vois, là où tu vas rentrer en surentraînement en 2-3 semaines en bas, ici, si tu fais le con, en 3-4 jours, tu peux te flinguer, quoi. C'est pour ça qu'on monitore tous les paramètres pour savoir comment l'athlète réagit et essayer le plus rapidement possible de tirer la sonnette d'alarme auprès des coachs et des athlètes pour leur dire non, là, attention, il y a un truc qui va pas et c'est pas normal, quoi, tu vois. Tu regardes quoi justement comme variable clé? Tu as dit la SAT. Saturation, on monitore l'hydratation tous les matins à partir d'analyse d'urine parce que quand on est en altitude, on ventile beaucoup plus et donc on se déshydrate beaucoup plus. Tu vois, puis en plus l'air est sec, donc pas aujourd'hui, mais l'air est sec, l'air est froid et humide là avec le brouillard. On contrôle l'hydratation tous les matins aussi, donc ça nous permet de faire en sorte que l'athlète supporte bien la charge. Aussi au fil du stage, on contrôle les niveaux de glycémie sur les nuits puisque quand on monte en altitude, on a une augmentation du métabolisme des glucides et du métabolisme de base et de la dépense énergétique. Il faut que l'athlète comprenne qu'il faut qu'il mange plus à l'effort, en dehors de l'effort, etc., etc. Donc il faut qu'il s'hydrate, qu'il mange, etc. Et après on fait des tests de variabilité de la fréquence cardiaque tous les matins. La HRV. Voilà, pour arriver à voir un peu la dispo à l'effort et est-ce que l'athlète récupère bien ou pas. Du coup tu adaptes les séances en fonction des métriques que tu as. Alors moi j'adapte rien parce que je suis pas coach. Par contre tous les matins avant 9 h je fais un feedback au coach individuellement et on donne l'état général de l'athlète. Après forcément si jamais par exemple il a fait une grosse séance ou une grosse journée d'entraînement la veille, qu'il soit fatigué le lendemain c'est normal. Mais si par contre il a fait 3-4 jours vraiment tranquille et qu'on voit que les paramètres ils remontent pas et qu'ils sont cramés, là il faut arriver à trouver des solutions et faire en sorte que ça aille mieux, quoi. Ok, c'est vraiment poussé, glycémie la nuit et tout, c'est... Ouais ça on s'en est aperçu il y a 2 ans avec Dorian Coninx. On s'est aperçu de ça en lui mettant les capteurs. Quand il était chez lui au niveau de la mer, il faisait dans une nuit, il passait 5-10 minutes sur des zones basses de glycémie. Dès qu'on l'a mis en altitude ici dans les chambres hypoxiques, je crois que c'était 2005, 4 heures en hypoglycémie. Ah ouais. Ça pour la récup c'est terrible. Donc forcément quand tu passes 4 heures en hypo dans la nuit, tu peux être sûr que c'est ouf que tu dors mais tu tapes dans tes stocks de glycogène. Donc forcément c'est un peu le bordel. Envoyer la sauce à l'entraînement après c'est c'est un peu le bordel. Bon, on va aller voir ce qui se passe à la piscine.
Allez, ça glisse. Ouais, ça glisse. On parle beaucoup des athlètes de course à pied, etc. en altitude, mais nageurs, Ouais, tu vois, C'est dur dans l'eau à 1008. Hein. Ah ouais? Ah ouais. J'ai très envie de tester du coup. C'est vraiment dur dans l'eau à 1008. Ils te le disent, les nageurs au début là, quand ils font les premières coulées justement qui sont pas acclimatés. Ah ouais. Bah, les premières coulées, ils sont obligés de les réduire, tu vois, alors qu'ils font des coulées d'habitude de, je sais pas, à 10 mètres. Là, ils sortent à 7 mètres et comme ça quoi. Ah non, c'est vraiment fou. Mais ouais, on parle pas beaucoup. Il y a beaucoup de nageurs qui viennent. Bah ouais. Là, je pense qu'il y a qui s'entraîne. Là, il y a Caroline qui fait les jeux en eau libre. Tu vois comme ça nage fortement bien. Ouais, ça nage bien là. J'ai pas l'impression de me voir. Tu vois. Les gars, ça régale. Malheureusement pour vous, j'ai pas ramené mon maillot de bain parce que c'était pas prévu qu'on puisse s'entraîner dans la piscine. Bon, de toute façon, on peut pas s'entraîner dans la piscine, mais je pense qu'on vous aurait régalé parce que si les athlètes sont en galère pour respirer, alors nous, ça aurait été une catastrophe à mon avis. Voilà, vous ratez ça. Je sais que vous êtes déçus, mais Voilà, tu vois, je vois une chose que je n'ai jamais vue quand j'ai regardé Thomas, c'est-à-dire une onde se propager dans l'eau C'est ouf ça. sans éclaboussure. Tellement non, il y a un facile. truc qu'il a jamais vu sur moi, c'est un maillot de bain une pièce. Très beau t-shirt, monsieur, on dirait. Enfin, messieurs même. Attention à la... Attention. Ouais, Attention au t-shirt les amis, vous dévoilerez potentiellement une petite exclue. Vous voulez faire une bombe, profitez, il y a des lignes d'eau parce que d'habitude il y en a pas. Là c'est bon, tu vois, ils sont tranquilles, ils sont 4 à nager, si vous voulez faire des bombes c'est le moment. Donc voilà, un bassin de 50 et puis après un bassin de 25 là-bas. Au milieu le bonheur des petits bains à 12 degrés. Ah ça va. Là c'est le bonheur des petits bains D'où ça va. où moi jamais j'y rentre dans le truc. Là. Tu préfères la chaleur. Ah, si l'eau elle est pas à 40, jamais. Ça fait trop du bien ça. Les deux sont à 12 degrés ou il y en a... Ouais, ils sont à 2 à 12. Quand il y a tous les triathlètes, J'imagine que c'est bien rempli. parce que bon, ce qu'il faut avoir à l'esprit dans le triathlon, c'est un mec de la chaîne du triathlon, ils sont venus pour faire un reportage et ils ont fait le calcul en fait sur les 100 triathlètes hommes-femmes qualifiés au jeu jusqu'à il y a 15 jours, sur place à Font-Romeu, il y en avait 35. Ah oui. Donc, on avait un tiers des triathlètes qualifiés au jeu qui étaient ici pour s'entraîner. Mondiaux, on est d'accord. Mondiaux, bah oui, parce que français ils étaient tous là, il y avait les 6. Okay. Mais 6 plus les remplaçants. Mais sur les triathlètes mondiaux, il y avait vraiment un tiers des triathlètes qui font les jeux qui se préparaient ici. Ça doit être tendu des fois là. Donc tu te dis que le bassin et tout, c'est des fois ils sont à 7 ou 8 par ligne. Ouais, puis ils font des petites séances en plus, ça dure pas très longtemps. Je crois. Ouais, On va non. faire 1 kilomètre et après ils arrêtent. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils font plus de bornes en nageant que moi je fais en courant. Tu as envie de devenir nageur, Thomas, en voyant ça? Alors j'ai toujours pas envie de devenir nageur, mais ça peut me donner envie de m'entraîner. Je vais pas mentir, même si je suis toujours aussi nul, ça peut me donner un peu envie. Greg, j'ai une question. C'est une question totalement innocente, mais j'y réfléchissais. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où le fait de s'entraîner en chambre hypoxique, etc., ça a été vu un petit peu comme du dopage? Ouais. Enfin, je sais pas comment, on peut pas dire dopage mécanique parce que ça n'a rien à voir, mais... T'as tout à fait raison de poser la question parce que la question a été posée justement en début des années 2000 par l'Agence mondiale antidopage et ils ont conduit une étude qui avait eu lieu à Prémanon dans le Jura où ils ont des dispositifs aussi de chambre hypoxique comme ça pour essayer d'évaluer les gains en matière de synthèse de PO normalement naturel liés à l'altitude et au final ils sont aperçus que les gains en matière de quantité de globules rouges produites étaient entre guillemets restés assez physiologiques, assez naturels. Tu vois, on avait des gains d'HB max de l'ordre de 3-4% sur les athlètes et pendant cette étude là et donc du coup l'Agence mondiale antidopage avait conclu que c'était des gains on va dire assez physiologiques, assez naturels, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas interdit les dispositifs. Donc après c'est ouvert à tout athlète qui est sur les listes de haut niveau, etc. Donc au final c'est tout le monde sur le même piédestal. Voilà, tout le monde sur le même pied d'égalité, même si il y avait certains pays qui jusqu'à l'année dernière, l'Italie par exemple, interdisait à ses athlètes d'utiliser des dispositifs de simulation d'altitude sur le sol italien. Donc en fait, pourquoi je sais pas, mais il y avait une sorte de petite inégalité pour les athlètes italiens. Maintenant ils ont levé le truc mais en fait ce qu'on cherche à faire là, c'est ni plus ni moins reproduire et contrôler et ce que les athlètes faisaient dans les années 90 dans le cyclisme en se mettant des grosses doses de PO quoi. Ça te cadre les choses comme si tu t'entraînais plus haut mais de manière cadrée quoi. Au final quand tu regardes dans les années 90, t'avais quasiment aucun cycliste qui se faisait chier à faire des stages en altitude, les mecs qui se mettaient de PO dans les veines. Et aujourd'hui, tu regardes au départ du Tour de France, il y a quasiment aucun cycliste qui ne fait plus des stages en altitude. Donc ils ont trouvé le moyen entre guillemets légal et physiologique, naturel d'avoir, alors peut-être pas les mêmes effets, mais d'avoir des effets qui sont similaires. On y va? Allez, let's go. Allez,
salle hypoxique. On va dans la salle magique. C'est écrit là, les gars. On est dans mon élément, les gars. On va lancer des petits épaules et tout ça. Oh, des watt bike. Et là, des éco-bikes. du coup, on est plus sur un espace cardio. C'est ça la salle hypoxique là? C'est ça la salle hypoxique. Oh, le beau VTT. Pour rentrer, par contre, il faut rentrer assez rapidement, sinon j'ai l'altitude qui descend. Notamment parce qu'on est assez haut. Donc, bah, vous le voyez, on est à 5300 et quelques mètres. Donc là, on est plus haut que le Mont Blanc. Là, on est plus haut que le Mont Blanc. Et en plus, on a mis un peu de chaleur, histoire de corser le truc. Est-ce que c'est pas dangereux, entre guillemets, de faire un passage direct 1008, 5000? Alors, ouais, tu peux avoir, quand t'es pas habitué, un petit peu la tête qui tourne au début. Peut-être que vous allez l'avoir. En plus, vous êtes monté ce matin de zéro, quoi. Donc, ouais, voilà, donc du coup, tu vois, ça tape un peu. Là où tu peux avoir aussi un petit peu la tête qui tourne, c'est si tu mets la tête en bas, comme ça, que tu te baisses pour ramasser un truc et hop, que tu relèves, bah, tu peux avoir un petit peu aussi la tête qui tourne. Donc ça, c'est faut faire un peu attention. Et puis après, bah, vous voyez, dans cette salle, l'idée, c'est on peut faire plein d'activités différentes, puisqu'on peut courir, on a les tapis, on peut sortir les tapis, mettre que des watt bikes à l'intérieur et avoir une dizaine de personnes qui pédalent. On a l'haltérgé aussi pour tout ce qui est athlète un peu blessé sur l'arrêt à clé. Et ça nous est même arrivé de tout sortir de la salle et faire des rounds de boxe aussi à l'intérieur avec l'équipe de France de boxe qui combattait à des altitudes. Je crois qu'on était aux alentours de 4000, on avait mis et qui faisait bien. Comment ça se passe pour que ça mime 5000 mètres d'altitude? Qu'est-ce qui se passe en fait d'un point de vue physique? Il y a une machinerie derrière le mur, okay. Il y a un gros compresseur. Le principe, c'est que le compresseur, il absorbe de l'air classique. Dans cet air, vous avez 21% d'oxygène, on va dire 80% d'azote et un petit peu de gaz rare, 1% de gaz rare. L'idée, c'est que ce compresseur, il envoie l'air dans les membranes, ça sépare notamment l'oxygène de l'azote et en fait, ça renvoie dans la salle un air qui est enrichi en azote et donc artificiellement appauvri en oxygène. Et au plus on veut monter en altitude, au plus la machinerie, le compresseur renvoie un air qui va être appauvri en oxygène. Ok, donc en gros on diminue juste le taux d'oxygène. Ouais, là ici on diminue le pourcentage d'oxygène dans l'air qu'on respire. La pression elle change ou pas? Non, les variations de pression c'est ce que tu as quand tu restes en altitude naturelle. Quand tu montes par exemple l'Everest, jusqu'au sommet de l'Everest, il y a 21% dans l'air dans l'oxygène de l'air que tu respires. Par contre, tu vas avoir une diminution progressive de la pression barométrique qui fait que l'oxygène va moins bien passer des alvéoles dans le sang, tu vois. Donc ça, c'est quand tu es en altitude naturelle, c'est vraiment une diminution de la pression qui engendre l'hypoxie. Là, dans la salle, c'est une diminution du pourcentage d'oxygène dans l'air que tu respires qui engendre l'hypoxie. C'est un mécanisme qui est différent. Donc là, on parle des bénéfices, mais est-ce qu'il y a un risque à rester trop longtemps dans la salle, par exemple? Alors, si vraiment on y vivait 24 heures sur 24 à 5000 mètres, oui, on pourrait avoir des remodelages cardiaques avec des hypertrophies du ventricule droit, des choses comme ça, et de l'hypertension artérielle au niveau pulmonaire, si on vivait à 5000 mètres. Si, entre guillemets, juste on y passe 1 heure ou 1 heure et demie par jour, non, il n'y a pas de risque majeur. Okay. Le radiateur est en marche ou? Là, je viens de l'éteindre parce que la température elle est bien. Mais il était en marche, ouais, parce que sur la session d'après, ce que je veux, c'est avoir une trentaine de degrés. Donc là, il doit faire à peu près une trentaine de degrés. Ouais. Okay. Voilà. Je vous mets les saturos. Donc les saturos, là, c'est pour mesurer le pourcentage d'oxygène que vous avez lié à vos globules rouges. Sachant que ça, quand vous êtes au repos au niveau de la mer, vous êtes aux alentours de 100%. Okay. Qui va faire le meilleur score, les gars? Vas-y, mets-le. Dites dans les commentaires, à votre avis, qui est le meilleur. Mettez sur pause la vidéo. Et qui est le plus haut en SAT? Je pense que Simon, il est pas mal. Non, je suis pas bien. Ah, il est pas bien. Sachant qu'on est au repos là. C'est un délire. Dès que vous allez faire un petit peu d'effort. J'ai jamais vu ça même sur des patients quand je travaillais en cardio. Des patients qui étaient alités, j'ai jamais vu ça. Voilà, s'il y a un médecin dans la salle, il te fout sur l'oxygène. Oh là là, on est tous à peu près pareil. Ouais, normalement au repos vous allez être entre 80 et 85. Je l'ai dit à l'envers, moi, comme un gogol du coup. Au repos vous allez être entre 80 et 85, sachant que là vous êtes au repos, donc normalement si vous êtes au niveau de la mer, là, comme ça, on est tous entre 99 et 100%. Toi t'es à 40% de moins d'oxygène dans le sang. Toi c'est un délire mec. En général, les athlètes vraiment marathoniens français et tout,
quand ils sont comme ça et qu'ils courent tranquillement à ces altitudes-là, ils sont entre 55 et 65 de SAT. J'ai une question. Est-ce que je vais avoir des gains là, juste avec ce qu'on va faire? Non, une séance. Faudrait que t'en fasses au moins. Je m'en vais les gars, je m'en vais. Le plus performant nous dans son endurance, logiquement. Si je devrais avoir mes perfs qui diminuent moins qu'eux ou pas du tout. Non, au contraire. Souvent c'est ceux qui sont le plus haut qui ont des plus grandes baisses. Ok. Je rajoute un truc, là on est mi-juillet, on était avec notre nutritionniste cette semaine, il s'est rendu compte que Simon était trop gras. Du coup Simon, il est en déficit calorique depuis 3 jours, il en peut plus, il fait que de dormir, il se plaint, il veut du sucre. Il veut du sucre, c'est une petite barre. Non mais si tu manges ici par contre ça te rend plus gros, mais on a fait un test, il est à 19% de masse grasse les gars. Ça c'est le limite. Ah ouais? Ça gros c'est interdit ce qu'il fait. Il était à 14% il y a 2 ans. Des risques de mortalité ou Pour l'instant, j'ai fait plus de 500-600 séances, j'en ai jamais perdu. Mais bon, il faut un début à tout. J'ai envie de vous dire. Le Moxy, si je dis pas de bêtises, ça calcule la saturation directe du muscle. Ouais, en fait là l'idée c'est mesurer la manière dont ton muscle va utiliser l'oxygène. Donc c'est la saturation musculaire en oxygène. Et en fait à ces altitudes-là, ce qu'on s'est aperçu c'est qu'on arrivait à faire en sorte d'être sur un niveau cardio-respiratoire relativement faible, 120-130 BPM, mais avec une utilisation de l'oxygène au niveau musculaire qui était sur les allures seuil 2 VO2 max. Okay. Donc en fait tu as l'impression que tu fais un footing récup, sauf que musculairement ton muscle il bosse comme si tu étais à bloc. Je vais pas être bien les gars. Donc non, t'inquiète pas, tu vas être bien. C'est juste le muscle qui va bosser, c'est l'altitude qui bosse pour toi. Toutes les sessions, en fait, on est dans cette configuration-là, c'est-à-dire qu'on est monitoré avec fréquence cardiaque, SAT musculaire, SAT artérielle, SAT pulsé, là, avec ta odor. Et donc là, l'idée, c'est venir, donc on va faire tranquille au début, tu vois, je vais te mettre à 7 km/h. 7 km/h, c'est déjà beaucoup pour moi. Et donc là, on va venir voir un petit peu comment tu réagis, sachant que les valeurs de SAT musculaire, donc on a ta fréquence cardiaque qui s'affiche ici, on a ta valeur de SAT musculaire qui s'affiche ici, plus après on a les courbes. Et donc là, l'idée, c'est venir appliquer du stress progressivement et assez facilement. Pense bien à ventiler, à respirer, parce que tu es à 5003, donc forcément en 5003, c'est plus compliqué. Est-ce que tu as une idée de ta fréquence cardiaque quand tu es en endurance de base? 135, 140. 135, 140, ok. Donc on va se fixer là-dessus. Ça va être notre, on va dire notre limite haute en termes de fréquence cardiaque. À 10 km/h, je suis à 135, 140. Ça va être notre limite haute. Là, tu vois, pour l'instant, tu montes progressivement, c'est normal. On voit la SAT musculaire aussi qui chute progressivement. Sachant que tu vois, au niveau de la SAT musculaire, là, tu es en train de descendre, tu es à 27, 26. Sachant que des SAT musculaires entre seuil 2 et VO2 max en course à pied, c'est entre 20 et 30. Donc là, je t'annonce que ton muscle utilise l'oxygène comme si tu étais à VO2 max. Voilà. Sauf que tu es à 6,5 km/h. Qu'est-ce que tu me dis là-bas? 62, donc ça c'est tout à fait normal. Hein. On est en général entre 55 et 65 au niveau de la SAT artérielle. Donc là, 132, 133, ça a l'air de se stabiliser. Ça va bien pour toi? Ouais, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Normalement, les 15 premières minutes, c'est jamais agréable. Ça picote. Je suis à 6 km/h, je suis pas bien. En sachant que là, toi, tu vois, c'est à 6,5. Avec les marathoniens qui vont faire les jeux, on est entre 10 et 12 km/h. Donc tu vois que tu es à 132 plus, 30 de SMO2, donc 30, je pense que là ton muscle utilise l'oxygène comme si tu étais sur un rythme 10 bornes en course à pied à peu près. Tu vois, au niveau du seuil 2 à peu près. Comme si j'étais à 4,30 au kilo. C'est ça. Comment tu te sens, mec? C'est dur. Ouais, c'est dur. Tu sens vraiment la diff? Ouais, ça pique. Je me sens lourd, je me sens comme si j'étais cuit en fait. Comme si je faisais une séance en étant bourré, en ayant mal dormi, en ayant mal récupéré. Quoi. En plus là, je ne facilite pas les choses parce qu'il fait un peu chaud. Non mais c'est bien, je suis éclaté les amis. Je suis très fatigué là. J'ai l'impression que j'étais à la crise d'hypo de l'année là. Ouais, j'avais la tête qui tourne. Ah ouais. Ouais, c'est normal. Les amis, regardez, 143 BPM, une bonne grosse dérive, je suis à 7,5 km/h. D'habitude là à 142, je cours à 13,5, 14.
En vrai, c'est une chance incroyable qu'on a de pouvoir tester ça. Merci vraiment aux Krebs de Font-Romeu. C'est une belle expérience. Je souhaite à tout le monde, tous les amoureux de l'entraînement, tous les amoureux des sciences du sport, de pouvoir tester ça. On se rend compte de la chance qu'on a. Moi, on souffre un peu pour vous, mais franchement, très stylé. C'est bien de mettre des sensations sur les mots. Et c'est pour ça que c'est toujours important d'essayer d'allier la théorie et la pratique. On n'arrête pas de vous le rabâcher. Les études scientifiques, c'est super important. Mais tester, c'est la clé. Donc c'est bien la science, les études, etc. Tu peux connaître tous les protocoles. Tu dis à ton athlète, ouais, tu vas en altitude, tu vas baisser l'intensité, tu vas garder le volume. Si tu sais pas ce qu'il ressent, franchement, c'est très compliqué d'être proche de la réalité. C'est pas Greg qui me contredira. Donc c'est important de tester. En vrai, si vous n'avez pas ce matos-là, et en vrai, je sais que vous n'avez pas ce matos-là, allez juste en altitude, essayez de vous entraîner, essayez de voir ce que ça donne, essayez de faire des petites étapes, je sais pas, d'alpinisme, de monter sur des sommets pour voir ce qui se passe. Ça peut être vraiment intéressant. Donc là, moi, je viens de faire 7 minutes à intensité très basse. Les amis, j'étais à 7,30 au kilo. À 7,30 au kilo, j'étais déjà en PLS. Là, je vais rajouter 5 minutes. On va remonter sur l'intensité. Ce qui est intéressant, c'est que ma SAT est vite remontée. Donc ma saturation en oxygène est vite remontée. Ça, c'est plutôt pas mal. Ma fréquence cardiaque est toujours très haute par contre. Non, elle est redescendue, je suis à 107. Pas dégueu. On va voir, normalement, je devrais remonter. Let's go. C'est pas oh là, je suis monté trop haut. Let's go, motherfucker. J'étais clairement pas à 7,30 au kilo. J'étais à 7 km/h. Ça n'a strictement rien à voir. Du coup, on est d'accord ou pas, mais tu peux pas faire une séance d'intensité à cette altitude-là, c'est impossible. Ouais, pour l'instant en tout cas sur les athlètes vraiment qui préparent les jeux, on est vraiment resté sur des zones vraiment tranquilles comme je fais avec vous, zen, endurance, et puis c'est l'altitude qui met le stress. Par contre voilà, on commence à tester un petit peu des choses mois sur mois, et puis après il y a au mois de mars, il y a Kylian Jornet qui est venu, et puis on a commencé à tester un petit peu des trucs où on est monté un peu plus en intensité. Ouais. Tu te souviens un peu de la séance, à quoi elle ressemblait? On a fait 3 fois 10 minutes et sur les 10 minutes on a augmenté progressivement l'allure jusqu'à être vraiment à bloc. Okay. Donc c'était vraiment les 3-4 dernières minutes des 10 minutes qui étaient vraiment dures, qui fait qu'on a réussi à atteindre des valeurs de SAT musculaire supramax qu'il n'est pas capable d'atteindre dehors. Ouais, okay. Ouais, et ça, le bénéfice, c'est quoi derrière? Bah, pour l'instant on ne les sait pas les bénéfices, okay. Mais bon, en général quand tu atteins des valeurs supramax, le corps il essaye toujours de s'adapter derrière, donc ça veut peut-être dire que derrière ces valeurs, tu peux déplacer tes valeurs maximales quand tu retournes à l'extérieur. Ok. Bon, une aide de vitesse. La culture d'en a un qui est bien silencieux depuis tout à l'heure. Ouais, moi je suis silencieux, en vrai j'étais un petit peu fatigué avant de venir, bah là je suis encore plus fatigué. J'ai envie de faire une sieste, mais c'est pas grave. Ça me rappelle les amis, quand on a fait une rando en haut du Mont Calme, on était arrivé à 3000 mètres. On s'était tartiné sur 2000 mètres de D+, et on avait fait une sieste à 3000, c'était exceptionnel, ça me rappelle ces sensations. On y va? Ouais. 6 minutes. Quel homme, il a mis les lunettes. Il va aller très vite. Est-ce que t'as peur pour son cardio qui s'envole? Non. On va regarder. On 150 d'habitude. On va regarder sur les stats. 126. Oh là, il chute. Oh la chute. Il lève pas les pieds. Il désature salement le gars. 42 de SAT. C'est sale. 57, bien. 57 c'est à peu près la SAT au repos pour soulever des presses. C'est à peu près ça. Ah, c'est ça la sensation. Oh bah j'ai pas envie d'y aller. Avec la pression en plus. C'est quoi les sensations là? Là j'ai des fourmis partout. Ça me serre la tête. Thomas, c'est une de ses particularités anatomiques, c'est qu'il a vraiment des grandes oreilles. Venez voir. Venez voir. Non, venez voir. Elles sont rouges là, non? Et là, les amis, c'est la première fois, tourne la tête, il a les oreilles, elles sont violettes. Je te jure, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et les oreilles vraiment toutes violettes. Ça m'arrive quand je suis fatigué de ouf. J'aimerais pas voir ça. En vrai, c'est une vraie galère parce que, en fait, on fait des vidéos sérieuses dans des centres qui nous accueillent sérieusement. Où c'est sérieux, c'est professionnel, on rigole un petit peu, tu vois. On fait un petit peu d'humour, on fait des trucs plutôt bon enfant, machin. Et le mec, il est obligé. La seule intervention qu'il fait de toute la vidéo, ça fait 1h30 en film. Le mec, il fait une seule intervention, il dit de la merde. Pour niquer son intervention, parce qu'au départ, c'était drôle. Et après, il a conclu sur un truc qu'on va pas pouvoir mettre dans la vidéo. Donc, bon, bah, Greg, merci beaucoup de nous avoir fait tester ça. Franchement, les amis, c'était ultra intéressant. On a ressenti des choses qu'on sait sur le papier, entre guillemets, tu sais que ça va être plus dur, que tu vas désaturer, etc. Mais tu sais pas exactement comment tu vas le ressentir, donc franchement c'était super intéressant, merci beaucoup. Si jamais la vidéo elle atteint 10 000 likes, je pense qu'on va venir en stage ici, et qu'on va faire un avant-après sur nos marqueurs
on testera nos performances et tous les marqueurs physiologiques en pleine, donc au niveau de la mer, et on viendra faire un stage ici si vous nous acceptez. Ça peut être carrément, incroyable. Ça peut être l'occasion. Petit test en hypoxie sur plusieurs semaines, comme tu as dit, il faut 4 à 6 semaines pour s'adapter d'un point de vue central. Sanguin surtout, pour avoir les adaptations en termes de globules rouges. Et 4 à 6 séances au niveau périphérique. Et puis après, des séances dans ce stage-là, on rajoute pour les adaptations périphériques, aux alentours de 5-6 sessions. Trop stylé. Donc voilà, les amis, il faut que vous likez la vidéo. Si jamais vous voulez qu'on teste d'autres méthodes d'entraînement, dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller vous abonner au compte du Krebs. Franchement, quand il y a des choses comme ça dans notre pays, en France, il faut absolument soutenir. C'est de l'innovation dans le domaine du sport et dans le domaine de la santé au final, parce qu'on a vu avec l'haltérG qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes en réhabilitation. Donc franchement, c'est super cool. Merci à vous de nous avoir accueillis. Merci. Je pense que c'était super cool. Les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Nous, on se dit à bientôt. Peace. Du coup Greg, maintenant j'ai la question qui tue. Est-ce qu'on va faire beaucoup de médailles au jeu ou pas? J'espère qu'on va en faire beaucoup de manière générale. Et puis surtout les athlètes qu'on a préparés ici qui vont bien réussir. En tout cas, on a tout fait pour. Ça fait 3 ans qu'on bosse avec eux pour préparer le plan et la prépa terminale qui est en cours ou qu'on vient de faire avec les autres athlètes. Donc j'espère que ça va le faire d'ici 15 jours. Bon bah magnifique. En tout cas, nous on sera tous derrière notre télé et ça se trouve la vidéo sera sortie après, mais c'est pas grave, on aura fait plein de médailles au jeu du coup. Allez les bleus!